Le 29 janvier 2025, un chiffre s'impose. Trois États sahéliens décident de rompre avec l'ancien ordre établi. En quelques semaines, sous l'impulsion directe d'Ibrahim Traoré, le Burkina Faso, le Mali et le Niger transforment une ligne de front dispersée en une alliance militaire unifiée, ouverte à un bras de fer prolongé avec leurs anciens partenaires. Face à cette bascule, que signifie concrètement pour chacun la naissance de l'Alliance des États du Sahel et le pari risqué d'Ibrahim Traoré, dans l'ombre des cartes, des contrats et des discours officiels, une nouvelle architecture de puissance commence lentement à se dessiner. L'Alliance des États du Sahel promet davantage qu'un simple réagencement militaire. Elle annonce une tentative méthodique de reprendre le contrôle d'un espace où la fragmentation a coûté des années de stabilité. La promesse centrale, une capacité décisionnelle souveraine renforcée, devient le point d'ancrage d'un projet qui cherche à dépasser les cycles d'ingérence et de vulnérabilité. Sous la conduite d'Ibrahim Traoré, ce pari implique toutefois une série de risques tangibles. La pression internationale, les tensions politiques internes et la résilience des groupes djihadistes qui s'adaptent rapidement aux nouveaux rapports de force. Dans cette configuration, chaque mouvement stratégique exige une lecture rigoureuse des rapports de puissance, car une erreur pourrait fragiliser l'équilibre naissant entre les trois membres de l'Alliance. En filigrane, un enjeu plus large se dessine: redéfinir la place du Sahel dans les dynamiques régionales sans créer un vide que d'autres acteurs pourraient exploiter. L'avenir dépendra alors de la capacité de l'Alliance à transformer cette ambition en résultats mesurables et durables pour les populations concernées. En 6 mois, les opérations conjointes menées par les trois armées sahéliennes ont réduit d'environ 30% les attaques djihadistes dans plusieurs zones frontalières. Cette baisse mesurable, encore fragile, constitue le premier signe concret qu'une approche unifiée peut contrecarrer une menace qui avait progressé jusqu'à contrôler près de 40% du territoire burkinabé. Ce résultat initial oblige à revisiter la dynamique qui a rendu possible l'alliance des États du Sahel. Lorsque le Burkina Faso, le Mali et le Niger officialisent leur retrait de la CEDEAO, la décision apparaît d'abord comme un acte de rupture géopolitique, mais elle répond surtout à un engrenage d'événements où les interventions extérieures avaient cessé d'apporter une amélioration durable. À mesure que les insurrections s'intensifiaient, chaque pays se retrouvait isolé, fragmenté, dépendant de partenariats souvent éloignés de ses priorités internes. L'arrivée d'Ibrahim Traoré en 2022 marque un infléchissement. À Ouagadougou, la consolidation militaire et la recentralisation du commandement créent les conditions d'un virage régional. Les premiers échanges avec Bamako et Niamey montrent que les mêmes tensions traversent les trois capitales: des zones rurales hors contrôle, des forces armées dispersées, des alliances diplomatiques précaires et une pression populaire croissante. L'idée d'un cadre commun devient alors moins une option qu'un impératif stratégique. En janvier 2025, cette convergence aboutit à la mise en place d'un commandement unifié, d'un partage organisé du renseignement et d'une mutualisation des capacités terrestres et aériennes. Les soutiens extérieurs, Russie, Chine, Turquie, jouent un rôle technique et logistique, mais la structure de décision reste internalisée, point crucial pour les trois gouvernements qui cherchent à éviter toute dépendance directe. Ce contexte redéfinit l'équation sécuritaire du Sahel, une coalition qui tente de se substituer aux mécanismes régionaux traditionnels, tout en affrontant simultanément une menace armée flexible et un environnement diplomatique polarisé. La question centrale devient alors la suivante.
Cette architecture naissante possède-t-elle la profondeur institutionnelle nécessaire pour durer au-delà du premier cycle de succès militaire? Au cœur de la nouvelle architecture sécuritaire, un personnage s'impose comme fil conducteur, le capitaine Ibrahim Traoré, dont le rôle dépasse celui d'un simple chef militaire. Dans les premières semaines suivant la création officielle de l'Alliance des États du Sahel, les unités burkinabées chargées des opérations conjointes deviennent un point d'entrée privilégié pour observer l'impact initial de la coordination régionale. Dans certaines localités proches des frontières maliennes, des patrouilles mixtes, composées de détachements burkinabés et nigériens, parviennent à rétablir des couloirs sécurisés permettant le retour progressif de familles déplacées. Ces mouvements restent limités, mais ils offrent un aperçu d'un bénéfice concret. La réduction des attaques permet d'éviter la dispersion supplémentaire des villages déjà fragilisés par des années d'insécurité. Un second exemple provient de la bande sud du Mali, où des relais communautaires confirment que la présence simultanée de deux armées alliées a dissuadé plusieurs incursions rapides menées autrefois par de petits groupes mobiles affiliés à l'EIGS. L'effet n'est pas spectaculaire, mais il signale que la coordination de terrain change les incitations tactiques des groupes armés. Ces impacts préliminaires montrent que l'alliance ne se limite pas à un dispositif institutionnel. Elle modifie l'expérience quotidienne de certaines populations exposées en premier lieu à la violence. Les soldats déployés sur les axes sensibles bénéficient désormais d'une circulation d'informations plus rapide, ce qui renforce leur capacité de réaction. Pour les habitants, cette dynamique ouvre une possibilité encore fragile, celle de retrouver un minimum de prévisibilité dans leurs déplacements et leurs activités. La portée demeure locale, mais les signaux suggèrent qu'une architecture commune peut produire des effets mesurables lorsque les actions restent coordonnées. Le déclic survient lorsque les trois capitales constatent simultanément l'échec des cadres existants. Les incursions djihadistes se multiplient. Les frontières deviennent poreuses. Les mécanismes de coopération régionale, pourtant conçus pour prévenir ce type d'effondrement, s'enlisent. Les tensions diplomatiques s'accumulent. Les sanctions imposées depuis l'extérieur raréfient les marges de manœuvre. Les commandements militaires nationaux peinent à coordonner leurs actions. Le besoin d'un dispositif plus cohérent s'impose. À Ouagadougou, Ibrahim Traoré accélère alors la mise en place d'un noyau dur destiné à réorganiser les priorités militaires. À Bamako et Niamey, les états-majors parviennent au même constat. L'action isolée ne suffit plus. Les premiers échanges opérationnels naissent de cette urgence partagée. Chaque capitale identifie les zones où les groupes affiliés à l'EIGS et au GSIM exploitent la dispersion des forces. L'idée d'une alliance militaire structurée se cristallise autour de cette vulnérabilité commune. À ce stade, la dynamique s'intensifie progressivement. Une fois la décision arrêtée, la mécanique s'emballe. Les trois gouvernements officialisent leur retrait de la CEDEAO. La rupture choque, mais elle installe un nouveau rapport de force. Un commandement unifié se dessine. Les chaînes de transmission changent. Les réseaux de renseignement fusionnent partiellement. Les effectifs engagés sont consolidés. 35 000 soldats burkinabés, 26 000 maliens, 27 000 nigériens. La répartition n'est pas symétrique, mais elle couvre les axes essentiels. Les moyens terrestres sont mutualisés. Les 300 chars, les 470 blindés et les 220 pièces d'artillerie sont répartis selon les zones d'impact. Les 90 avions et les 70 hélicoptères assurent une couverture aérienne que chaque pays seul ne pouvait maintenir durablement. Les premiers détachements mixtes sont envoyés dans les zones frontalières où les groupes armés testent régulièrement la profondeur défensive. Parallèlement,
La Russie fournit des conseillers et des armes avancées. La Chine renforce l'appui économique et technologique. La Turquie transmet expertise et drones. Les trois soutiens restent distincts, mais ils stabilisent la montée en puissance de l'alliance naissante. Les partenaires occidentaux réagissent, les sanctions s'intensifient, le climat diplomatique se durcit. Un moment de tension maximale apparaît alors dans la séquence des événements. Les premiers affrontements sérieux surviennent dans les secteurs où les groupes djihadistes concentraient leurs opérations. Plusieurs attaques coordonnées sont repoussées. Les forces alliées exploitent la vitesse de transmission des renseignements. Les opérations aériennes appuient les avancées terrestres. Les unités mobiles basculent d'un front à l'autre sans délais excessifs. Les djihadistes perdent du terrain, leur mobilité recule, leur capacité d'incursion rapide diminue. La réduction de 30% des attaques dans certaines zones n'est pas un hasard. Elle correspond à la combinaison entre mutualisation tactique et concentration des moyens. Les premiers retours d'habitants confirment un recul limité mais net des déplacements forcés. Les villages les plus exposés soufflent un peu. L'effet reste fragile, mais il est perceptible. Les réactions extérieures se multiplient. Les États-Unis et la France redéfinissent leur posture. Les pressions diplomatiques augmentent. L'alliance s'expose alors à un nouvel équilibre délicat. Les pays membres doivent absorber la montée des critiques tout en consolidant leur cohésion interne. Dans le même temps, les divergences entre Bamako, Ouagadougou et Niamey refont surface. Les questions de répartition des responsabilités, de lignes de commandement ou de gestion logistique deviennent sensibles. Le succès militaire partiel crée de nouvelles attentes. La cohésion doit être entretenue quotidiennement. L'enchaînement des événements montre qu'une architecture nouvelle peut émerger rapidement, mais qu'elle exige une vigilance continue pour éviter son effritement. La première donnée structurante montre le passage d'une fragmentation opérationnelle à une action conjointe. Avant la création officielle de l'Alliance des États du Sahel, les attaques djihadistes augmentaient régulièrement dans les zones frontalières les plus exposées. 6 mois après la mise en place du commandement unifié, ces attaques reculent d'environ 30%. Cette variation, encore instable, indique qu'une coordination régionale peut inverser une tendance qui paraissait installée. L'écart repose sur trois leviers: la densité accrue des patrouilles mixtes, le partage immédiat du renseignement et l'intégration des moyens aériens dans les réponses rapides. Le deuxième indicateur concerne les déplacements internes. Au Burkina Faso, l'année précédant l'Alliance avait vu une progression continue du nombre de familles obligées de quitter leur village. Depuis les premières opérations communes, ce chiffre connaît une réduction estimée à 20%, principalement dans les zones où les flux civils étaient auparavant les plus vulnérables. Cette amélioration partielle ne signifie pas que la menace est dissipée, mais qu'un espace respiratoire s'est ouvert dans plusieurs corridors ruraux. La baisse reflète surtout la diminution des incursions brèves qui forçaient les communautés à se disperser. Un troisième repère porte sur le niveau de violence enregistré dans les zones stabilisées par les forces alliées. Les rapports internes des trois armées mentionnent une diminution d'environ 15% des incidents violents dans les secteurs où les patrouilles mixtes opèrent continuellement. Cette contraction témoigne de l'effet dissuasif produit par la présence simultanée de plusieurs contingents. Les groupes armés habitués à exploiter les angles morts des frontières disposent désormais de moins de fenêtres tactiques. Ces trois indicateurs ne suffisent pas à eux seuls à dessiner une trajectoire définitive, mais ils permettent d'évaluer la portée réelle des choix stratégiques engagés depuis janvier 2025. Les 88 000 soldats mobilisés au sein de l'Alliance, 35 000 Burkinabés, 26 000 Maliens, 27 000 Nigériens,
jouent un rôle direct dans cet infléchissement. Leur déploiement s'appuie sur un maillage logistique où les 300 chars, les 470 véhicules blindés et les 220 pièces d'artillerie contribuent à verrouiller des secteurs autrefois difficiles à tenir durablement. Les 90 avions et les 70 hélicoptères permettent de renforcer rapidement les axes vulnérables, limitant la capacité des groupes djihadistes à reprendre l'initiative. Ces données doivent toutefois être replacées dans un cadre politique et diplomatique plus large. Le soutien extérieur, Russie, Chine, Turquie, renforce la cohérence matérielle de l'alliance, mais il introduit également une dépendance potentielle à des partenaires dont les priorités ne coïncident pas toujours avec celles des États sahéliens. Cette tension structurelle pourrait influer sur la capacité de l'Alliance à maintenir une progression stable dans la durée. L'épée critique occidentale, les sanctions économiques et l'isolement diplomatique constituent des variables qui viennent compliquer l'interprétation des résultats. Ibrahim Traoré, pour sa part, utilise ces données pour défendre la viabilité de l'alliance. Il insiste sur le fait que l'amélioration sécuritaire demeure conditionnée à la cohésion interne et à la continuité du commandement unifié. Les progrès chiffrés, bien qu'incomplets, servent alors de socle pour argumenter en faveur de la poursuite de la stratégie commune. L'ensemble de ces éléments dessine un paysage où les gains enregistrés s'avèrent réels mais encore vulnérables, dépendant à la fois de la pression militaire, des équilibres politiques et de la capacité des trois États à gérer leurs divergences. Les défenseurs les plus convaincus de l'Alliance des États du Sahel avance d'abord un argument de fond. Pour la première fois depuis des années, trois armées confrontées à une menace commune ont aligné leurs dispositifs, mutualisé leurs moyens et fusionné partiellement leurs réseaux de renseignement. Cette unification représente, selon eux, la première réponse réellement cohérente face à l'effondrement sécuritaire du Sahel. La coordination des forces permet de neutraliser l'avantage historique des groupes djihadistes, habitués à exploiter les failles territoriales entre les frontières du Burkina Faso, du Mali et du Niger. La réduction de 30% des attaques dans certaines zones frontalières illustre, pour cette faction, l'impact direct du commandement unifié et le rééquilibrage progressif du rapport de force. Le second argument des partisans insiste sur le retrait de la CEDEAO. Ils affirment qu'il n'était plus possible de maintenir une efficacité sécuritaire dans un cadre où les sanctions diplomatiques, les ingérences extérieures et les contraintes économiques limitaient les capacités de réaction des trois États. Le réalignement initié par Ibrahim Traoré serait alors moins un acte de défi qu'une tentative d'adapter les institutions régionales à une réalité militaire devenue trop instable. Le soutien populaire enregistré au Burkina Faso, renforcé par les premiers résultats opérationnels, servirait de légitimité supplémentaire à cette stratégie. Face à ces positions, les critiques s'organisent autour d'un autre axe. Ils redoutent que l'alliance ne masque des tensions profondes entre les trois capitales: répartition asymétrique des forces, domination politique perçue du Burkina Faso, divergence stratégique entre Bamako et Niamey. Ces lignes de fracture pourraient mettre en péril la cohésion, d'autant plus que la dépendance croissante au soutien extérieur, Russie, Chine, Turquie, introduit des vulnérabilités nouvelles. Les détracteurs soulignent que la baisse de la violence reste partielle et concentrée dans un nombre limité de zones. Ils rappellent enfin que les groupes affiliés à l'EIGS et au GSIM conservent des marges de manœuvre dans plusieurs secteurs, ce qui pourrait limiter l'effet durable des avancées actuelles. Un virage inattendu survient ici. À mesure que les opérations conjointes s'intensifient, un élément moins visible commence pourtant à redistribuer subtilement les équilibres internes.
La structure de commandement unifiée, censée fluidifier la chaîne décisionnelle, révèle des tensions que les premiers succès avaient momentanément masquées. Les officiers maliens et nigériens, confrontés à des zones où leurs responsabilités s'entrecroisent, soulèvent plusieurs questions liées à la hiérarchie et au partage des capacités aériennes. Dans le même temps, le Burkina Faso, moteur de la montée en puissance initiale, se voit de plus en plus associé à une position dominante, ce qui alimente des hésitations discrètes dans les deux autres capitales. Ce glissement, encore embryonnaire, montre que l'alliance progresse sur un terrain où l'efficacité militaire et l'équité institutionnelle doivent constamment s'équilibrer. Ibrahim Traoré s'efforce alors de réaffirmer que la structure commune n'a pas vocation à imposer une prééminence, mais à garantir une réaction coordonnée face à une menace qui reste mobile et persistante. Le tournant réside ici. La solidité stratégique de l'alliance dépend autant des succès opérationnels que de la capacité à apaiser ces frictions internes avant qu'elles ne prennent de l'ampleur. Du côté des populations locales, la situation prend la forme suivante. Dans les zones libérées ou sécurisées par les patrouilles mixtes, une transformation immédiate apparaît. Les habitants retrouvent une marge de mouvement qui avait disparu. Les couloirs où les attaques diminuaient restent fragiles, mais ils permettent à plusieurs familles de regagner leurs habitations après des mois d'errance. Cette stabilisation partielle favorise la réouverture informelle de petits marchés périphériques, autrefois paralysés par les incursions djihadistes. Pour les communautés encore situées dans les secteurs où l'EIGS et le GSIM conservent une présence active, la situation demeure précaire. Les opérations coordonnées réduisent certains risques, mais les groupes armés parviennent parfois à se replier vers des zones tampons, ce qui crée un sentiment de répit mêlé d'incertitude. La perception populaire reste donc ambivalente. L'alliance offre une respiration sans garantir encore un renversement global. Pour les petites activités économiques et les entreprises locales, voici ce qui se dessine. Les activités commerciales situées le long des axes frontaliers observent un premier effet tangible. La baisse des attaques de 30% dans certaines zones facilite la reprise des transports intrarégionaux à petite échelle. Les commerçants, souvent dépendants des liaisons entre villages, réduisent légèrement leurs coûts liés à la sécurité improvisée. Cependant, la persistance de foyers d'instabilité maintient des prix élevés pour les denrées transportées sur de longues distances. L'accès aux marchés régionaux reste entravé par les sanctions internationales visant les États membres. Les entrepreneurs locaux doivent composer avec une disponibilité fluctuante des produits importés, notamment ceux affectés par les restrictions extérieures. L'espoir d'une normalisation reste présent, mais il dépend fortement de la cohésion entre les trois gouvernements. En ce qui concerne les institutions étatiques, plusieurs éléments se dégagent. Pour les États, l'alliance produit un effet structurant. Les chaînes de commandement, longtemps fragmentées, s'alignent progressivement autour de procédures communes. Cette harmonisation offre un avantage tactique, mais elle impose également de nouvelles exigences administratives. Les trois capitales doivent absorber l'accroissement des dépenses logistiques nécessaires au maintien d'une force combinée de 88 000 soldats. La pression diplomatique venue de l'extérieur crée un second niveau de contrainte. Les sanctions économiques compliquent l'accès à certains financements internationaux. Le soutien technique de la Russie, de la Chine et de la Turquie compense une partie du déficit, mais il ajoute une dimension géopolitique qui demande une vigilance constante. Dans ce contexte, Ibrahim Traoré tente de maintenir une ligne commune suffisamment flexible pour préserver l'autonomie stratégique de l'Alliance. À l'échelle régionale et géopolitique, l'évolution peut se décrire ainsi. Au niveau régional, l'Alliance modifie les équilibres établis.
Le retrait de la CEDEAO est perçu comme un précédent qui pourrait influencer d'autres États confrontés à l'insécurité chronique. Cette recomposition crée des interrogations à Abuja, Accra ou Dakar, où l'on redoute une possible fragmentation de l'architecture ouest africaine. Les partenaires occidentaux réévaluent leurs approches. L'isolement diplomatique progressif du trio sahélien risque d'accentuer les divergences de priorités entre acteurs extérieurs et gouvernements locaux. Dans ce paysage mouvant, chaque avancée militaire doit être consolidée pour éviter qu'un succès partiel ne se transforme en nouveau cycle de tension. Dans une première hypothèse, on peut envisager un scénario intermédiaire. Dans une trajectoire intermédiaire, l'Alliance des États du Sahel parvient à maintenir son niveau actuel de coordination militaire sans l'étendre de manière significative. Les patrouilles mixtes demeurent opérationnelles et continuent de contenir les groupes djihadistes dans plusieurs zones frontalières, mais la progression reste limitée par les divergences institutionnelles entre les trois capitales. Les tensions internes apparaissent de manière périodique autour du partage des capacités aériennes et des responsabilités logistiques sans toutefois provoquer de rupture ouverte. L'environnement diplomatique demeure difficile, mais les sanctions n'augmentent pas. Cette stabilité relative, marquée par une succession d'avancées modestes, maintient l'alliance dans un équilibre incertain mais fonctionnel. Dans une perspective plus favorable, un scénario optimiste peut être envisagé. Dans la perspective la plus favorable, les trois États parviennent à résoudre une partie des frictions internes identifiées lors des opérations conjointes. Les procédures de commandement unifiées sont clarifiées. Le partage des ressources militaires s'effectue sur des bases jugées plus équitables par Bamako et Niamey. La baisse des attaques djihadistes s'étend progressivement à de nouvelles zones. Les partenaires extérieurs renforcent leur appui technique, ce qui stabilise les lignes d'approvisionnement. Les populations des corridors sécurisés constatent une amélioration durable et diversifient leurs activités économiques. Les tensions diplomatiques subsistent, mais elles ne freinent pas la dynamique sécuritaire. Ce scénario suppose une consolidation régulière issue d'une cohésion plus solide entre les trois gouvernements. Dans l'hypothèse la plus difficile, un scénario pessimiste se dessine. Dans l'hypothèse la plus exigeante, les divergences politiques et militaires s'aggravent. Les craintes liées à une asymétrie décisionnelle deviennent plus saillantes. Les unités mixtes rencontrent des problèmes de coordination, ce qui affaiblit l'efficacité opérationnelle. Les groupes affiliés à l'EIGS et au GSIM exploitent ces fissures pour relancer leurs incursions dans plusieurs zones sensibles. Les pressions extérieures augmentent, les sanctions réduisent la marge de manœuvre économique des gouvernements, accentuant des tensions déjà présentes. Une telle configuration pourrait faire basculer l'alliance dans un cycle défensif permanent, où les avancées enregistrées les mois précédents seraient menacées. Pour mettre ces perspectives en contexte, une recommandation de cadrage s'impose. Face à ces trois trajectoires, une grille de lecture prudente s'impose. Considérer que la solidité de l'alliance dépend autant de sa capacité militaire que de sa faculté à traiter rapidement les tensions internes. Observer la cohérence décisionnelle au même titre que les résultats opérationnels devient alors essentiel pour interpréter la direction réelle du Sahel dans l'année à venir. Pour une grande partie de la jeunesse sahélienne, l'Alliance des États du Sahel incarne un basculement rare. La possibilité de voir trois pays longtemps fragmentés affirmer une direction commune. Cette génération, souvent confrontée à la fermeture des écoles, aux déplacements forcés et à l'absence d'opportunités économiques, regarde les premiers résultats sécuritaires comme une ouverture timide mais réelle. Les couloirs progressivement sécurisés permettent à certains établissements d'envisager une réouverture partielle, même si les disparités territoriales demeurent importantes. L'impact psychologique est notable.
La perspective d'une action collective nourrit un regain d'intérêt pour l'implication civique locale malgré l'incertitude persistante. Dans la diaspora, le regard diffère. Beaucoup observent l'alliance avec un mélange d'espoir et de prudence. Les membres établis en Europe ou en Afrique du Nord voient dans la réduction partielle de la violence un signal encourageant, mais ils restent préoccupés par les tensions internes opposant les trois capitales. Cette communauté suit de près l'évolution diplomatique, notamment l'isolement progressif du Burkina Faso, du Mali et du Niger, qui pourrait compliquer les échanges familiaux, financiers ou étudiants. Cette vigilance crée un espace de discussion transnationale où les trajectoires politiques et sécuritaires sont analysées à travers un prisme double, attachement culturel et exigence de stabilité. Chez les observateurs régionaux, l'impression dominante est celle d'un précédent qui pourrait remodeler l'architecture ouest-africaine. La sortie de la CEDEAO constitue un point de rupture symbolique et les premiers résultats opérationnels de l'Alliance sont interprétés comme un test grandeur nature pour d'éventuelles recompositions futures. Les analystes se concentrent sur la capacité des trois États à maintenir leur cohésion, considérée comme l'indicateur déterminant pour anticiper les impacts à long terme. L'ensemble de ces perceptions montre que l'alliance dépasse le champ militaire pour devenir un enjeu social, identitaire et régional. Dans un premier temps, il est essentiel de stabiliser la cohésion décisionnelle au sein de l'alliance. Les trois capitales doivent instaurer un mécanisme de concertation mensuel réunissant les chefs d'état-major et les responsables du renseignement afin d'identifier les tensions internes avant qu'elles ne s'enracinent. La mise en place d'un protocole de résolution accéléré, limité à 15 jours pour chaque différend, constitue un repère clair. L'efficacité se mesure par la fréquence décroissante des blocages opérationnels signalés dans les rapports conjoints. Ensuite, il devient nécessaire de renforcer la logistique militaire commune afin d'assurer une meilleure fluidité opérationnelle. Les armées doivent harmoniser les circuits d'approvisionnement, notamment en carburant, munitions et équipements transférés entre zones frontalières. La création d'un dépôt régional unique réparti sur 3 sites complémentaires réduit les délais lors des opérations simultanées. Le suivi de performance dépend du temps moyen nécessaire pour soutenir une unité engagée dans un secteur sensible. Par ailleurs, il est indispensable de consolider l'appui destiné aux communautés locales. Les gouvernements doivent lancer des programmes ciblés dans les corridors partiellement sécurisés, axés sur la réhabilitation rapide des infrastructures essentielles, points d'eau, pistes et centres de santé. L'objectif est de renforcer la visibilité civile de l'Alliance au-delà des seuls résultats militaires. La mesure d'impact s'appuie sur le taux de retour des familles déplacées et la réouverture progressive des marchés ruraux. Enfin, maintenir une ligne diplomatique cohérente constitue une étape fondamentale pour la solidité de l'Alliance. Les trois, les trois États doivent définir un cadre commun pour répondre aux pressions extérieures, notamment celles liées aux sanctions. La coordination exige que chaque capitale adopte une communication alignée afin de limiter les contradictions publiques qui fragiliseraient l'alliance. Ibrahim Traoré, en tant que figure la plus exposée sur la scène internationale, joue ici un rôle d'ajustement symbolique. Le résultat se mesure à la stabilité de la position régionale au cours des 12 prochains mois. Cette feuille de route n'offre pas de garantie absolue, mais elle trace les conditions nécessaires pour transformer les avancées actuelles en dynamique durable. Dans les villages frontaliers où les premières patrouilles mixtes avaient esquissé un retour fragile de stabilité, le sentiment dominant reste celui d'une attente vigilante. Ces corridors, jadis vidés par les incursions répétées, ont vu réapparaître quelques silhouettes, quelques gestes de vie,
quelques signes d'un lien social que la peur avait longtemps suspendu. Les habitants n'ignorent pas que la menace persiste, mais ils mesurent la portée symbolique de chaque déplacement rendu possible par la coordination militaire. Dans cette réalité encore mouvante, les familles qui avaient traversé les périodes les plus sombres observent l'alliance non comme une promesse abstraite, mais comme un espace de respiration qu'il faut protéger. Les marchés rouverts partiellement, les récoltes timidement relancées et les trajets scolaires surveillés rappellent que la sécurité n'est jamais un acquis. Elle est le résultat d'un effort continu. Pour beaucoup, la figure d'Ibrahim Traoré cristallise ce moment où une région longtemps fragmentée tente de se reconstruire autour d'un objectif commun. Sa capacité à maintenir l'équilibre interne de l'Alliance deviendra l'un des repères essentiels pour les mois à venir. Dans le Sahel, chaque avancée compte. L'évolution de l'Alliance des États du Sahel ouvre une période où chaque citoyen, chaque membre de la diaspora et chaque observateur régional peut contribuer à clarifier les enjeux qui se dessinent. Les choix opérés aujourd'hui détermineront la manière dont les sociétés du Burkina Faso, du Mali et du Niger construiront leur autonomie face aux pressions extérieures et aux défis internes persistants. Dans ce contexte, prendre part à la réflexion collective devient une étape nécessaire. Les échanges publics, les initiatives communautaires et les analyses partagées permettent d'ancrer les débats dans une compréhension plus fine des réalités vécues par les populations. Plus ces discussions gagnent en profondeur, plus elles éclairent le chemin à suivre pour consolider une stabilité encore fragile. Engager ce dialogue, c'est aussi reconnaître que les trajectoires sécuritaires ne sont jamais figées et que leur évolution dépend en partie de la vigilance et de la participation des citoyens eux-mêmes. Quelles perspectives souhaitez-vous voir émerger dans le Sahel au cours des prochains mois?